Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de 100% Giro, votre talk qui condense l'actu du Giro en mode expresso avec une étape entre Naples et Naples. Très passionnante entre Pompéi, on est passé près du Vésuve et le long de la côte, un menu qui a donné fin aux coureurs dès ce matin, puisque l'Eknesund nous a proposé une petite dégustation de pizza dès le départ. Gérard, bonjour d'abord, mais est-ce que c'était quelque chose qui était autorisé dans votre carrière quand vous étiez à la tête des équipes ? Oui, absolument, parce que je trouve que les coureurs sont bien trop robotisés aujourd'hui. Il a bien fait, c'était l'heure du midi, il n'y avait rien de mal. Une napolitane avec des anchois et des capres, il aura bu beaucoup d'eau dans la première heure de course, mais c'est pas si mal que ça. Et puis la question que tout le monde se posait ce matin, c'était l'état de forme de Remco. Comment allait-il ? Visiblement, il a bien dormi et il n'a pas trop mal au dos, comme on va le voir sur ces images. François, si on a mal au dos, on ne fait pas ce genre de choses sur le podium. En tout cas, moi, quand j'ai mal au dos, je ne fais pas ce genre de choses, je vous le confirme. Mais c'est vrai que c'est venu rassurer un peu tout le monde quand on a vu Remco faire ça sur le podium départ. Parce que la grande question ce matin, c'était d'abord de savoir comment il avait dormi. Je pense qu'il a dû entendre cette question à peu près 50 fois dans 4 langues différentes, ça c'est sûr. On a appris qu'il avait bien dormi, une dizaine d'heures. Et puis on a pu voir avec ces petites démonstrations de jongle que Remco n'avait rien perdu de ce qu'il avait appris du côté du Sporting d'Anderlecht. Donc c'est bien, c'est positif. Oui, c'est la preuve aussi qu'il était détendu parce que s'il avait été complètement concentré, s'il avait eu peur de son dos, il n'aurait pas fait ça. On va d'ailleurs se plonger dans l'étape du jour. Une belle étape, 2500 mètres de dénivelé positif quand même. Et une météo plus clémente que hier avec un scénario classique, François, et un final très haletant. Oui, c'est vrai, scénario on ne peut plus classique avec une échappée matinale de 5 coureurs qui a reçu son bon de sortie assez tôt, comparé à ce qu'on a pu voir ces derniers jours. Finalement, l'échappée est partie assez tôt. Parmi ces 5 coureurs, il y en avait clairement 2 qui étaient plus forts, l'Italien Alessandro De Marchi et l'Australien Simon Clarke. Alors, à 60 km de l'arrivée, très naturellement, ils sont partis. Ce sont 2 très bons coureurs, ils se connaissent très bien, ils ont été équipiers. Ce sont 2 vétérans, 36 ans chacun, ils en sont chacun à leur 17e grand tour. Et donc, on s'est dit, voilà, ces 2-là, il y a moyen qu'ils nous fassent un petit quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à 2 km de l'arrivée, ils avaient encore 25 secondes d'avance sur le peloton lancé à leur trousse. On a cru avec Gérard que ça allait bien se passer pour eux. Finalement, ils se sont regardés évidemment dans les derniers mètres et ils ont été avalés à 300 mètres de l'arrivée. Pas sûr qu'ils n'auraient pas été repris même s'ils avaient roulé à fond parce que le peloton avait probablement très bien calculé son coup, très juste, mais très bien. Et puis finalement, Fernando Gaviria qui lance le sprint le premier. Là aussi, il prend un écart conséquent. On pense qu'il va aller au bout, mais il se désunit sur la fin. Et c'est Mats Pedersen qui l'emporte. Ça fait quelques jours qu'on courait après cette victoire chez Trek Segafredo. On savait que Pedersen était en forme. Il fait tous les sprints intermédiaires dans toutes les étapes. Le maillot cyclamen est un objectif. Voilà, belle victoire d'un ancien champion du monde et d'un fameux coureur. Un super coureur, Gérard. Vous avez commenté l'étape tous les deux en DAB+, on le rappelle, sur le canal Viva Sport. Vous écoutez tous les jours sur Ovio, notamment sur les applications, notamment Radio Player. Mais on revient à Mats Pedersen. C'est le 104e coureur à gagner sur les 3 grands tours. Il l'a fait en un peu moins d'1 an. C'est assez joli. Il venait d'un très très gros printemps, très régulier. Il lui manquait une belle victoire. Ça y est, il la tient. Oui, absolument. Et je pense qu'il court derrière depuis chaque étape pour lesquelles il y avait une chance d'arriver au sprint, même quand les purs sprinters, parce que c'est plus qu'un pur sprinter, peuvent gagner. Et aujourd'hui, c'est la réussite, effectivement, avec un gros travail dans la finale de Tom Squins, ainsi que de Bauke Mollema qui sont venus le féliciter directement. Et puis, une super puissance. Effectivement, Jonathan Milan revient, mais coince à hauteur du pédalier. Il, lui, ne coince jamais. Il gagne en surpuissant. Vous avez vu le top 10 avec les grands noms que l'on avait vus dans les sprints depuis le début du Giro, sauf Cavendish et Groves qui avaient été lâchés avant. Vous voyez ce top 10 avec notamment un Milan, un deuxième. Aussi un moment important dans les 15 derniers kilomètres, Gérard et François. Il faut être vigilant sur ce Giro. On a vu des problèmes pour Roglic, on a vu des problèmes pour Geraint Thomas. Ça paraissait la journée parfaitement tranquille et puis finalement, il y a quand même eu des petits problèmes pour des grands leaders dans les 15 derniers kilomètres. Oui, c'est vrai, mais ils l'ont très très bien géré, que ce soit chez Jumbo-Visma ou chez Ineos. Il n'y a pas eu vraiment de panique. Je vais dire que Roglic était sans doute, par rapport à ses équipiers qui l'ont attendu, le plus serein pour sauter de voiture en voiture.
finalement, dans une finale comme celle-là, tant que vous êtes dans les voitures, et on sait qu'il y a quand même 2 voitures par équipe, donc c'est une longue file, il n'y a pas vraiment de danger. C'est arrivé loin de l'arrivée aussi. Si ça arrive à 5 km, c'est une toute autre histoire. Crevaison pour Roglic, saut de chaîne pour Geraint Thomas qui passe finalement assez mal. Il ne fait pas sauter son vélo, il passe sur un petit terre-plein central, et c'est la chaîne qui saute. S'il avait fait sauter le vélo, la chaîne ne serait pas sautée. Oui, c'est aussi simple que ça. Parfois, le vélo, c'est très simple. On va se concentrer sur le classement général, puisqu'il pourrait bien changer demain, puisqu'on aura la première arrivée au sommet. Alors, du côté des maillots, c'est simple, il n'y a pas de changement. En rose, toujours Alexander Leclesnoun. François, pour les candidats au top 10, voire au podium, est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu le point pour voir qui est bien positionné dans le général? Remco toujours en pole position, mais derrière les écarts n'ont pas beaucoup changé depuis le chrono finalement. Non, les écarts n'ont pas changé depuis le chrono forcément, parce que Remco garde un viatique intéressant sur ses adversaires. Maintenant, il faudra voir dans quel état de forme il va se retrouver demain, parce qu'on sait très bien que c'est dans les 48 heures qu'on ressent les effets d'une chute. L'étape de demain, elle va être très compliquée. L'équipe qui semble être la mieux armée, en tout cas celle qui a montré les meilleures dispositions depuis le départ de ce Giro, c'est l'équipe Ineos, qui a 5 coureurs dans le top 20. C'est énorme, mais c'est pas tellement ça qui m'impressionne, c'est plutôt le message qu'ils donnent en course. Les Ineos roulent groupés, ce sont les seuls à avoir tenté les accélérations. On n'a pas toujours bien compris pourquoi, mais en tout cas, ce sont les seuls à l'avoir fait. Et puis dans les autres équipes, si on regarde chez Bora, Vlasov est déjà tombé. Si on regarde dans le team UAE, Vine est tombé. Almeida est tombé lors de la première étape, mais lui, ça a l'air d'aller. Par contre, on voit un McNulty qui a connu pas mal de difficultés. Chez Bahrain Victorious, là par contre, on a aussi un collectif qui semble assez intéressant, avec Caruso, Eik, Buitrago, qui sont en forme. Donc je pense qu'en tous les cas, l'équipe qui va la première mettre le nez à la fenêtre, je pense que ce sera Ineos, si on doit se fier sur ce qu'on a vu dans les 6 premières étapes. Et on va prendre des nouvelles de Remco. Vous dites qu'il a un bon viatique. On va prendre la route de l'Italie pour aller retrouver Samuel Grunois qui nous attend du côté de Naples. Bonjour Sam. Et Sam, donc la météo... Bonjour tout le monde, dans la folie de l'heure de pointe. Ouais, la météo italienne qui s'accorde à la forme de Remco, on peut dire ça, la pluie hier, le soleil aujourd'hui. Oui, effectivement, on a vu un Remco Evenepoel bien plus souriant, moins tendu qu'hier lorsqu'il a rejoint le bus de son équipe. Et on a vu finalement des équipiers, des membres du staff, tous plus souriants, plus soulagés évidemment après l'étape du jour. Ça roulait très vite, attention. Hein. Aujourd'hui, on a vu des coureurs bien fatigués, usés par la vitesse de cette étape, mais il ne s'est rien passé de fâcheux. Et ça, c'est le plus important pour Remco Evenepoel. Aucun souci mécanique, aucune chute évidemment, et puis des sensations plus que correctes sur le vélo. Il nous avait rassuré ce matin à l'interview. Vous avez évoqué le petit moment de jonglerie footballistique sur le podium protocolaire. S'il ne se sentait pas bien, il n'aurait sans doute pas joué à la baballe comme il l'a fait devant les tifosi de Napoli. C'est vrai qu'ici il y a une ambiance particulière puisqu'on fête encore et toujours, tous les jours, tous les soirs le titre de Naples en football, et qu'il y avait aussi une ambiance particulière. Et au départ et à l'arrivée, puisqu'on aime le cyclisme en Italie, on aime beaucoup Remco Evenepoel. Il est fort sollicité. Et lorsqu'il est arrivé au bus, nous étions là avec Cosimo Franze, mon caméraman, pour récupérer les images, et il s'est montré, et j'ai été assez surpris, disponible pour un petit garçon là qui tentait la photo. J'étais convaincu qu'il allait rentrer dans le bus directement. Eh bien non, il a pris le temps. Quelques secondes, mais il a pris le temps pour poser en photo avec ce petit garçon. Il a donc fait un heureux avant de rentrer dans le bus. Il ne s'est pas étendu lors des interviews en revanche. Il a répondu à quelques questions à même la ligne d'arrivée, mais une fois dans le bus de son équipe, il n'en est ressorti qu'après la douche pour rejoindre la voiture de son masseur personnel et se rendre directement à l'hôtel. On n'a donc pas d'interview aujourd'hui de Remco Evenepoel à vous proposer, mais on peut vous rassurer ses supporters. On l'a vu de nos propres yeux. Il va bien. Ses équipiers aussi étaient rassurants, et semble-t-il en tout cas, cette chute et cette mauvaise journée sont déjà derrière lui, et c'est très important mentalement d'essayer de repousser ça le plus loin possible pour ne pas que ça trotte dans la tête les prochains jours, en sachant que demain évidemment sera une étape compliquée. Merci Sam et Cosimo, et ça nous amène à notre débat question du jour. Plus que débat,
finalement, c'était presque la journée parfaite pour récupérer après sa chute d'hier, Gérard. Oui, à l'exception du fait qu'on a roulé quand même relativement vite, mais le peloton a roulé à une allure régulière, donc c'était les meilleures conditions. Mais on l'a vu dès la montée sur le podium avant le départ de la course à la présentation qu'il y aurait peu de problèmes. Ça veut dire que les adversaires peuvent attaquer dès demain. Ils ne doivent pas l'épargner. Il faut y aller. Il faut essayer de refaire du temps. Il faut essayer de le mettre en difficulté. Et je pense qu'il y a des coureurs comme Jay Vine, par exemple, qui n'aiment pas rouler dans le peloton, qui ne doit pas attendre, qui doit y aller et montrer qu'il n'est pas content du tout d'avoir été sanctionné hier. Il y a quand même des gens à l'UCI qui ont peu de respect et qui, très très franchement, ne tiennent pas compte des circonstances. François, on l'a aussi vu Remco régulièrement aux avant-postes, notamment quand Ineos a accéléré dans la première ascension. Ça aussi, il n'a pas laissé place au doute pour personne et a commencé par ses adversaires. Oui, effectivement, il a répondu tout de suite à cette accélération d'Ineos. Est-ce que le but était de le tester? On ne le saura jamais, mais en tous les cas, ils ont répondu. Il n'y a pas que lui, forcément, toute l'équipe Soudal Quick-Step a répondu à ce moment-là. Il a été bien placé toute la journée, un peu moins ce matin au départ. Ce sont des images qu'on a moins vues, mais ils étaient un peu plus en queue de peloton à ce moment-là chez les Soudal, donc la question restait quand même de savoir comment il allait. Puis finalement ils ont rassuré tout au bout de l'étape, et ce qui m'a marqué moi, c'est qu'il était toujours au milieu du peloton, bien protégé, et donc je pense qu'il n'a pas dû prendre beaucoup le vent aujourd'hui. C'est important sur des étapes comme ça. Oui, il était beaucoup le long de la mer, mais on va se projeter sur l'étape de demain, une étape où ça va grimper, et le petit jeu traditionnel, Gérard, vous mettez dans la peau des directeurs sportifs de chez Soudal Quick-Step, avec la première arrivée au sommet, une arrivée à Gran Sasso. Quel doit être le plan de cette formation demain? Je pense que les gens vont parler à partir de demain aussi, pas seulement pour Remco, mais aussi pour ses équipiers, pour lesquels on a eu au cours de la 4e étape un doute. Pour Hirt, par exemple, pour Van Wilder. Demain, il faudra être là, effectivement, parce que je n'imagine pas une étape dans laquelle on ne l'attaque pas demain. Et je dirais simplement, s'il veut assommer le Giro et s'il a les jambes, il doit le faire demain. François, on voit le profil qui vient de disparaître, mais c'est quand même pas très raide, cette ascension vers Gran Sasso, mais c'est très très long et on monte très haut. Oui, déjà avant ça, il y aura eu une bosse qui va probablement servir d'échauffement et qui va en écarter quelques-uns du peloton. Donc il faudra voir qui reste là. C'est vrai que c'est peut-être ça le premier élément qu'on va voir. C'est est-ce que Evenepoel va déjà perdre des équipiers dans cette bosse-là? Est-ce que le tempo sera suffisamment élevé pour essayer de faire sauter des éléments de l'équipe? On verra bien, mais c'est vrai que cette montée finale, c'est 45 km quand même. Alors en 2 parties, la première partie qui fait 14 km est un petit peu moins raide, c'est un col de 2e catégorie, mais ensuite, après un petit replat, on va avoir quand même une montée de 10 km qui va être beaucoup plus raide, avec les 3 derniers kilomètres, notamment avec des passages à 13%, et ne pas oublier un élément déterminant, on sera au-delà des 2000 mètres pour la première fois. On sait que c'est quand même un paramètre dont il faut tenir compte quand on est en montagne. On vous a demandé à ce qu'il fallait s'attendre par rapport à ses concurrents. Louis Vervac, lui, il a une idée et il pense que depuis le début, Ineos veut marquer son territoire et donc on va l'écouter. Louis Vervac, équipier de Remco Evenepoel. Mais l'attitude va jouer un rôle et voilà, je pense que ça va être le premier combat entre les favoris, je crois. Avec du gros travail pour les équipiers de Remco aussi, dont vous faites partie en montagne. Oui, c'est ça, mais c'est pas nous qui doit forcément prendre l'initiative. On voit que Ineos, il aime vraiment bien faire ça, donc s'il préfère faire ça, pour nous, il peut faire et on va se mettre première équipe derrière eux. Vous comprenez ce que veut faire Ineos depuis le début de ce Giro, de temps en temps tête du peloton, mais finalement sans rien faire? Je pense qu'ils veulent montrer qu'ils sont là. C'est un peu la jeu des couilles, on va dire. Non, c'est montrer les forces, je crois, et montrer qu'ils sont une très forte équipe. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu poker, quoi. Vous aussi, vous en avez? Oui, on avait, c'est sûr. Et donc c'est le langage fleuri de Louis Vervac, mais qui dit bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jeu d'influence, il y a toujours des jeux d'influence dans le peloton. Maintenant, il va falloir assumer demain pour Ineos. Ineos veut montrer que, comme à l'époque de l'équipe Sky, ils sont là, ils ont une équipe qui est capable de faire le tour et de gagner le tour. Et donc, ils ouvrent la porte à Remco Evenepoel pour son futur.
Et on va en finir, Gérard, avec le dicton traditionnel. Je vous glisse à la feuille, dicton en italien. Vous êtes le plus italophone de nous trois, donc on vous laisse cet hommage, cet honneur. Bisogna portare paziamente la propria croce, qui veut dire on a besoin de porter avec patience sa propre croix. C'est ça, littéralement, il faut porter sa croix avec patience. On peut traduire ça par il faut prendre son mal en patience. Oui. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a le mal physique de Remco. Comment vous envisagez ce proverbe pour l'adapter à notre actualité? On a déjà beaucoup parlé du mal physique de Remco et donc on va laisser ça un peu de côté. C'est vrai qu'on peut le voir aussi différemment en disant prendre son mal en patience. Ça veut dire attendre le bon moment pour porter peut-être la bonne offensive. Et donc on espère tous que demain ça va bouger, qu'on va avoir des favoris et qu'on va déjà y voir plus clair dans le classement général. En tout cas, et la vraie question, parce qu'on ne l'a pas encore posée, c'est de savoir si Leknesund peut aussi garder son maillot rose. Est-ce que Remco a envie, s'il a les moyens, d'aller récupérer ce maillot? Est-ce qu'il aura le choix ou pas? Est-ce que Leknesund sera capable de suivre les meilleurs? Ça fait beaucoup de questions et on a hâte d'avoir les réponses. Oui, avec le chrono de toute façon du dimanche, de toute façon, le classement sera redistribué et là, on ne pourra pas calculer pour reprendre le maillot. Non, mais ça, c'est dimanche. Donc, demain, on sera encore que vendredi. Donc, chaque jour suffit sa peine. C'est un autre dicton, mais je ne sais pas comment on le dit en italien, celui-là. Peut-être que Gérard, vous l'avez sur le bout de la langue ou pas? À chaque jour suffit sa peine. Tout à fait. Non, pas vraiment. On va pas s'aventurer là-dedans avec nos connaissances en italien. Et voilà, on arrive déjà au terme de cet 6e épisode de 100% Giro. Merci d'avoir été là à nos côtés. Et on rappelle qu'on peut suivre toutes les étapes sur le canal Viva Sport en DAB+, sur Rovio. Et puis évidemment, tous les jours, il y a ce 100% Giro qui vous condense l'actu du Giro. Pour le reste de l'actualité sportive, évidemment, il y a aussi notre site internet et nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à suivre ce 100% Giro et à demain. Ciao.